je vais essayer de ne pas dépasser 7-8 minutes pour vous laisser le temps de poser quelques questions quand même. Je crois que c'est une bonne occasion pour vous aussi de dialoguer avec nous. D'abord, à mon tour, je voudrais remercier Monsieur le vice-recteur de nous recevoir. J'avais eu l'occasion, quand j'étais ministre des Transports, de venir au MGIMO et de rencontrer les étudiants français, et remercier aussi Félix, Richard, l'amicale française, les étudiants français qui ont organisé cette rencontre, sans oublier les responsables, je ne vais pas tous les nommer, les responsables du comité de soutien de François Fillon ici, qui ont pris l'initiative de cette rencontre. Je vais faire un peu comme Emmanuel, je peux vous faire un discours, mais je vais préférer en 5 minutes vous dire 3-4 choses pourquoi je soutiens François Fillon. D'abord, je soutiens François Fillon pour l'homme. Voilà. François Fillon, il est, j'allais dire... je suis dans la vie politique française depuis un certain temps. Quand vous comparez François Fillon, par exemple, ou Nicolas Sarkozy, François Fillon est peut-être plus terne, peut-être plus sérieux, peut-être plus austère, mettez le qualificatif que vous voulez. Mais je pense qu'en ce moment, la France a besoin, comme ça a été dit par Emmanuel, par Alexis ou par d'autres, je pense que la France a besoin de remettre un peu les choses en place. Et je pense que, moi je soutiens François Fillon parce qu'il me rappelle un président de la Ve République qui a été un grand président, qui est aujourd'hui un peu oublié, mais qui est Georges Pompidou. C'est-à-dire en réalité quelqu'un qui tout simplement avait le sens de l'État, et qui par moments a su tenir contre certaines forces qui essayaient de freiner. Je disais tout à l'heure, vous savez, chaque candidat a un beau programme. La vraie question, c'est est-ce qu'il appliquera ? C'est facile de faire un beau programme. Je pense que celui de Fillon est le meilleur. Mais après, la vraie question, c'est est-ce qu'il appliquera ? Je disais tout à l'heure, je soutiens François Fillon pour l'homme, parce que si vous regardez, d'abord, c'est le seul qui a réussi en France, ces 15 dernières années, à modifier à 2 reprises le régime des retraites. Ça peut faire sourire quand on est sur les bancs de l'université, mais c'est certainement la réforme toujours la plus difficile, parce qu'en clair, on explique aux gens qu'il faudra qu'ils travaillent un peu plus, accessoirement qu'ils gagnent un peu moins. Mais c'est certainement l'une des réformes les plus difficiles. À 2 reprises, il a réussi à le faire. C'est qu'un candidat aussi, quand je vois, excusez-moi, ce qu'il prend dans la figure en ce moment, je me dis que quelqu'un qui est capable de supporter ce qu'il supporte depuis 3 semaines pourra supporter, je pense, aussi bien les problèmes qu'on aura inévitablement avec certains syndicats ou autres quand on voudra réformer un certain nombre de choses en France. Et puis troisièmement, je rajoute sur l'homme, je pense aussi qu'on n'arrive pas président de la République, il faut quand même une certaine expérience, il faut quand même une certaine qualité. Enfin, il y a 2 visions qui s'opposent aujourd'hui. Si vous regardez en dehors de Marine Le Pen, si vous regardez la candidature d'Emmanuel Macron, je ne pense pas que la France soit une sorte de start-up où on a besoin d'un dirigeant jeune, brillant et dynamique. Je pense que la France est un pays qui a besoin d'abord de quelqu'un qui même si ça peut sembler ringard, a été par moments maire, a été par moments député, qui connaît la France en profondeur. Quelqu'un qui a des convictions. Moi je le dis très clairement, le personnage d'Emmanuel Macron, et je pèse mes mots, pour moi c'est l'archétype de quelqu'un qui n'a pas de parole en politique. En réalité, il a énormément de qualités, mais qu'est-ce qu'il était ? Il était banquier, avec toutes les qualités qu'il devait avoir. Il a été pris par M. François Hollande pour être son conseiller économique, puis le secrétaire général adjoint, puis ministre, et puis après il aura craché la figure. Voilà. Même si ça peut sembler ringard, je pense par moment en politique, on doit encore avoir quelques principes et se souvenir de qui vous a aidé. Et quelqu'un qui trahit et qui renie aussi facilement ses amis, à mon avis, c'est quelqu'un qui sera encore plus facilement capable de renier ses promesses et ses engagements. Donc voilà, je le dis, même si ça peut sembler surprenant, je trouve que l'attitude totalement désinvolte qu'il a vis-à-vis de ceux qui l'ont mis là où il est aujourd'hui me laisse penser qu'en réalité, on peut difficilement lui faire confiance. Deuxièmement, ça a été dit et redit sur François Fillon sur le programme. Je crois que si vous vous souvenez, l'un des premiers accrochages qu'il y a eu entre Nicolas Sarkozy et François Fillon, c'est quand François Fillon avait osé dire, alors qu'il était Premier ministre, la France est en faillite. Et il a toujours eu, à mon avis, un diagnostic assez lucide. Je vous rappelle quand même
Emmanuel rappelait le déficit budgétaire. Je vous rappelle que la France vote les budgets en déficit depuis 1974. C'est-à-dire que depuis 1974, la plupart de vous ne devez pas être nés, la France vit à crédit. Ce qui est d'ailleurs entre nous assez hallucinant quand je vois un certain nombre d'étudiants manifester dans la rue pour qu'il n'y ait aucune réforme qui se fasse, parce qu'en réalité c'est eux qui vont supporter les dettes qu'on est en train de leur laisser. Voilà. Et je pense qu'il y a un moment où il y a des peuples qui ont connu la guerre. Heureusement, pour le moment, je pense quand même que c'est assez éloigné, on ne connaîtra pas cette épreuve. On peut par moment faire 3, 4 ou 5 années d'efforts économiques. C'est quand même bien moins grave que se retrouver dans des situations où sa vie est en danger. Et en tout cas, c'est ce qui est nécessaire pour remettre, à mon avis, ce pays à niveau. Quand on propose une réduction de nombre de fonctionnaires important, je vous rappelle que c'est ni plus ni moins que le nombre de fonctionnaires qu'il y avait en France en 2002. Voilà, en 2002, la France n'était pas un pays sous-développé, sous-administré. Voilà. Et donc, oui, je pense que la France a besoin aujourd'hui d'un certain nombre d'efforts et il faut arrêter avec des programmes où chaque candidat propose de créer des allocations sociales supplémentaires. Voilà. C'est beau d'être généreux, mais il faut en avoir les moyens. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu que payent les Français, avant on pouvait dire que ça sert à payer des hôpitaux, des routes ou des écoles, maintenant ça sert à payer des intérêts des emprunts. C'est tout. Et si on ne remet pas la France d'aplomb, avec des efforts qui certes, je le répète, seront difficiles, je pense que notre pays continuera son déclin. Et puis troisièmement, et pour finir, je pense que c'est quelqu'un qui est dans la tradition gaulliste. Dans la tradition gaulliste, d'abord, même si ça peut sembler là aussi un peu bizarre, c'est de dire que le dernier mot doit rester à l'État et le dernier mot doit rester au droit. C'était rappelé tout à l'heure par des orateurs avant moi, quand on voit ce qui se passe en ce moment quotidiennement dans les rues, où je prends un dossier, je ne sais pas si vous suivez, mais qui pour moi est symbolique. C'est ce qui s'est passé avec l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes. Où l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, vous avez, je crois, plus de 127 procédures juridiques qui ont eu lieu, 127 procédures juridiques qui ont dit le projet est correct. Vous avez eu un référendum qui a validé le projet et où en réalité on s'apprête à céder devant une minorité agissante. Je crois que ce qui fait aujourd'hui le succès de l'extrême droite en France, c'est parce que beaucoup de Français ont l'impression que c'est les minorités agissantes qui dirigent et que même quand on a le droit avec soi, même quand on a la justice avec soi, même quand on a le référendum, populaire avec soi, eh bien finalement on cède. Je pense qu'à un moment, il faut un chef d'État qui dise très clairement c'est la majorité qui décide et pas la minorité qui impose sa loi. Et je pense que François Fillon en est tout à fait capable. Et puis enfin, ça a été dit, c'est quelqu'un qui est dans la tradition gaulliste, le sens de l'État, le sens d'une politique étrangère, je ne vais pas y revenir dessus, ça a été le sens d'une politique étrangère qui fait que la France a des alliés, les États-Unis et l'Europe sont nos alliés, mais qu'on a aussi des amis, et je pense bien sûr à la Russie, et je pense aussi qu'on a un rôle à tenir. La France, dans une région que je connais un peu, qui est le Moyen-Orient, est en train complètement de disparaître, parce que tout simplement, on a voulu s'aligner totalement sur les Américains. Voilà. Il reste 9 semaines de campagne, si je sais à peu près compter, 9 semaines de campagne avant le premier tour. Le premier tour sera décisif, puisque à chaque fois, nos amis russes me demandent est-ce que Marine Le Pen peut gagner. Très sincèrement, je pense qu'on joue à se faire peur. Marine Le Pen peut faire perdre, mais je ne pense pas sincèrement qu'elle peut gagner cette fois. Dans 5 ans, on verra. Et en réalité, le second du premier tour a de très grandes chances d'être le premier du deuxième tour. Il ne faut pas se leurrer. Sur cette élection, on voit qu'aujourd'hui, elle est dans un climat judiciaire assez particulier. C'est vrai que, comme l'a rappelé le ministre de la Justice, il n'y a pas de loi qui impose le gel des affaires pendant une période électorale. Sauf que jusqu'à présent, c'était l'usage. Et puis, pardonnez-moi, j'ai un profond respect pour les juges, mais quand même, c'est très bizarre. En ce moment, les juges s'excitent sur des dossiers soit touchant le Front National, pour la petite histoire qui date d'il y a 2 ans, soit touchant les Républicains, et là aussi des dossiers qui, même s'ils ont été révélés récemment, datent quand même d'un très grand nombre d'années. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, qu'est-ce qu'on avait à la même époque, il y a 5 ans ? Il y a 5 ans, on avait l'affaire Bettencourt. Voilà.
Bettencourt, pour ceux qui utilisent le parfum L'Oréal, etc. Bref, une affaire où on expliquait en France que Nicolas Sarkozy s'était fait remettre une enveloppe en liquide, je ne sais plus quoi, c'était 5 000 euros ou 10 000 euros, enfin la somme était ridicule, 5 000 euros ou 10 000 euros, ridicule par rapport à une campagne électorale. Et où en réalité, tout ça a pourri la campagne, tout ça a été jour après jour rappelé par les médias, et tout ça a fini quelques mois après par un non-lieu total. Un non-lieu total pour la totalité des protagonistes, c'est-à-dire aussi bien Nicolas Sarkozy que le trésorier du mouvement, Éric Woerth ou quoi que ce soit. Voilà, et donc j'espère simplement que les Français, au travers de toutes ces affaires, entre guillemets, verront l'essentiel. L'essentiel, je pense, c'est pas de savoir si un tel ou une telle était employé légalement ou non légalement. À mon avis, en plus, c'est totalement légalement. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour son pays dans les 5 ans à venir. Qu'est-ce qu'on veut pour son pays comme rang dans le monde, dans un monde où, vous le savez en tant qu'étudiant ici, des nouveaux acteurs apparaissent, et où les vieux pays européens sont de plus en plus en concurrence et menacés, j'allais dire, dans leur niveau de vie. Voilà, c'est pour ces raisons-là que je voterai François Fillon, parce que je pense qu'à un moment, il faut savoir faire le choix de celui qui, à mon avis, est le plus capable. Et quand je regarde son passé, quand je regarde son programme, quand je regarde les idées pour lesquelles il se réclame, mon choix, quelles que soient les péripéties du moment, reste sur François Fillon. Merci.